Alors, dans le même esprit qu'est celui de Secours de France de rétablir la vérité sur notre histoire, qui est l'une des missions de notre association, nous allons consacrer notre libre journal d'aujourd'hui à un personnage exceptionnel, très emblématique des dérives, mensonges, manipulations qui dénaturent cette vérité au point de la déformer complètement au profit d'intérêts divers ou de groupes hostiles. Nous nous rappelons aussi que ce personnage fut un fidèle soutien du Secours de France dans les dernières années de sa vie. Il s'agit du général Maxime Weygand, qui nous a quittés il y a exactement 50 ans, en janvier 1965. Chef d'état-major du maréchal Foch pendant la Première Guerre mondiale, il exercera ensuite les plus hautes responsabilités, chef d'état-major général de l'armée, ministre de la Défense, membre de l'Académie française. Il est rappelé en catastrophe en 1940 par un gouvernement aux abois, et alors que la défaite est déjà consommée. Fidèle au gouvernement légal, élu, faut-il le rappeler, par l'immense majorité des parlementaires, il forgera en même temps l'outil militaire de la reconquête. C'est à lui que nous devons la superbe armée d'Afrique, des campagnes d'Italie et de France, que notre libre journal honore à chaque émission au travers du chant des Africains. C'est dire que nous lui devons doublement cet hommage. Il sera ensuite et successivement interné par les Allemands, puis par le gouvernement du général de Gaulle qui refusera, ultime et médiocre agression, ses obsèques aux invalides. Depuis, les manipulateurs, qu'ils soient issus des rangs gaullistes ou de ceux de nos adversaires traditionnels, ont continué à répandre sur ce personnage irréprochable, ce chef magnifique, mensonges, insinuations, désinformations. Un livre paru à compte d'auteur il y a quelques années, Weygand, année 1940-1965, fait le lit de ces calomnies et nous servira de fil rouge pour cette émission. Il est l'œuvre de Georges Hirtz, qui a été son chef de cabinet civil à Alger en 1941 et avec lequel il a entretenu jusqu'à sa mort en 1965 une correspondance régulière et amicale. Après le départ du général, Georges Hirtz a rejoint l'armée d'Afrique et combattu avec elle en Italie, France, Allemagne. J'ai connu un peu Georges Hirtz personnellement en 1959, alors qu'il était sous-préfet de Tébessa dans le sud constantinois. C'était un homme de conviction et, comme on disait autrefois, un Africain. Il nous a quittés il y a quelques années et ses descendants ont accepté que le Secours de France fasse rééditer cet ouvrage essentiel. Il est donc d'ores et déjà disponible. On peut le commander par courrier à DPF, c'est Chiré, Défense de la pensée française, boîte postale 70 001, 86 190 Chiré. J'imagine qu'un certain nombre de nos auditeurs connaissent bien ce distributeur. Soit par téléphone au 05 49 51 83 04 ou plus simplement, pour ceux qui se servent de l'ordinateur, en allant sur le site chiré.fr. Vous pourrez également trouver ce livre à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, près de l'école militaire, ce qui vous évitera les frais de port. N'hésitez cependant pas à le commander rapidement, car il est en quantité limitée. Son prix, 22 €, plus 5 € de port lorsqu'il est expédié. Conditions particulières pour les associations pour 10 exemplaires, et dans ce cas-là, téléphonez au Secours de France, 01 46 37 55 13. Autre ouvrage sur ce personnage dédié, celui-là au mystère qui entoure ses origines, celui de notre amie et consoeur de Radio Courtoisie, l'historienne Dominique Paoli, Maxime ou le secret Weygand, publié il y a quelques années. On le retrouve sur les sites spécialisés. Cette émission traitera de la période 1940-1965 qui est celle du livre. Et avec Patrice Boissy, avec Martine Dubos, nous avons donc invité Henri Doilly, historien. Nous l'avons déjà reçu à plusieurs reprises à propos des combats fratricides de 1941 en Syrie, auquel il a consacré un livre très documenté, Syrie 1941, la guerre occultée, Vichyste contre gaullistes chez Perrin. Un de ses premiers ouvrages, Weygand, de Gaulle et quelques autres chez Lavauzel, est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi un récent, 1945, L'Empire rompu, également chez Perrin. Bonjour, monsieur Doilly. Henri Christian Giraud, journaliste, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, petit-fils du général Giraud. Il a trempé sa
plume talentueuse dans cette page d'histoire qui le concerne directement et familialement. Parmi ses derniers ouvrages, Chronologie d'une tragédie gonienne chez Michalon et La Grande Guerre du général Giraud aux éditions du Rocher. Bonjour également, Henri Christian. Gérard Végan, autre invité, artiste peintre, président d'honneur de l'Association des peintres de l'air et de l'espace et membre de l'Académie du même nom. Petit-fils du général Végan, décédé alors qu'il avait 21 ans et qu'il a donc approché de très près dans ces dernières années. Il a souhaité limiter ses interventions aux seules interventions à ses souvenirs personnels. Je note que nous avons à cette émission les descendants de deux chefs très prestigieux. Alors le livre porte sur la période 40-65, je l'ai dit, on va essayer de s'y cantonner. J'ai cependant découvert dans l'excellente préface du colonel Michelet l'existence en 1930 d'une division blindée créée par le général Végan. Antérieure donc à celle des généraux allemands, mais surtout aux écrits du général de Gaulle, considéré pourtant depuis comme le pape unique de cette stratégie. Le premier à l'avoir pensé contre l'avis de sa hiérarchie. Avez-vous un avis sur cette captation de... Oui, si je peux me permettre, dans une vue large des états-majors de l'Europe, l'idée des divisions blindées avait commencé à mûrir très tôt et dans les années 30, le général Végan a été le premier à mettre sur pied une DLM. Je ne vais pas décrire en quoi consiste une DLM, mais enfin elle est entièrement sur roulette et à moitié blindée. Et c'est effectivement la première division cuirassée en quelque sorte de l'époque, mais il ne faut pas oublier qu'à la même époque, les Allemands mettent des contreplaqués sur les petites voitures pour aller voir comment des unités mobiles peuvent circuler, en particulier, ne nous écartons pas du sujet, mais sur les champs de manœuvre soviétiques, puisque les nazis commencent déjà à collaborer avec eux. On peut dire que le général s'en est attribué la paternité. Oui, ça c'est... On peut dire ça comme ça. Oui, il y avait déjà d'ailleurs le colonel Herzenberger, qui est un colonel autrichien, qui avait évoqué ces divisions et l'utilisation de ces divisions en associant les chars et les avions, dès 1934 si je ne m'abuse. Bref, précision, Fuller en Angleterre ou Douhet en Italie avait fait pareil. Bien. Alors venons-en à 1940, puisqu'il s'agit de notre sujet d'aujourd'hui. Il commence à cette époque-là et à son appel du général par Reynaud au commandement de l'armée française en déroute. Je rappelle que le général Végan a 73 ans. Il est vrai que le maréchal Pétain en a 84. Il s'agit d'une période où on était un vieillard à 60 ans. Gérard Végan, vous l'avez connu bien après, mais dans quelle forme physique et intellectuelle était-il ? Eh bien, je l'ai connu évidemment avec la vision d'un tout jeune enfant d'abord, et puis après ça d'un adolescent et d'un jeune adulte, mais toujours dans une forme parfaite, une possession de tous ses moyens intellectuels, énormément d'énergie physique et une curiosité qui ne se démentait jamais. C'est-à-dire que je pense en particulier lorsqu'il rencontrait des jeunes, des enfants ou des jeunes adultes en préparation d'école ou autres, il les interrogeait avec beaucoup d'insistance, beaucoup de soin pour savoir ce qu'ils faisaient, dans quelle optique, quelles étaient leurs références, etc. Et il ne pratiquait pas, à mon avis, c'est aussi un signe de qualité, il ne pratiquait pas un enseignement pompeux. Au contraire, il écoutait, il donnait quelques avis, il donnait des directives quand il pouvait en donner, mais il n'avait pas un discours qui était professoral et verrouillé. Il s'est toujours beaucoup intéressé à ce que faisaient ses petits-enfants. Chacun de ses petits-enfants avait une direction particulière dans ses études et dans sa vie future professionnelle, mais il s'est intéressé à chacun d'eux. 1940, il est donc au Levant, à Beyrouth, et il est rappelé en catastrophe par Reynaud pour prendre le commandement de l'armée française à la place de Gamelin. Quelles dispositions prend-il pour sauver les meubles immédiatement ? Est-ce que quand il arrive, peut-on dire que le général Végan pense encore qu'on peut sauver les meubles ?
Oui, d'abord l'arrivée de Weygand en catastrophe est le mot exact parce que son avion atterrit sur le ventre, il faut le dire. C'est pas la première fois que ça lui arrivera, ça va lui arriver aussi en fin 40. Mais enfin, toujours est-il que il est contacté par Renault, il prend très rapidement conscience que c'est grave, mais il sait pas très bien et avant de donner sa décision totale, il veut aller faire un tour sur le front. Et il va donc envoyer les voitures pour revenir, mais lui, il va en avion sur un Amio que lui a donné Didier Dorat d'ailleurs, qui est chargé des transports du haut état-major, et il va se faire canarder en passant au-dessus d'Abbeville le 20 mai. Ce qui est assez curieux, c'est le jour même où les Allemands arrivent au-dessus d'Abbeville. Mais il va continuer, il a une réunion dans le Nord, ne nous appesantissons pas, mais le soir du 20 mai, ce sont les chauffeurs des voitures qui ont été bloqués à Abbeville, puisqu'ils ne peuvent pas passer, puisque les Allemands viennent d'y arriver, que la ville est bombardée, elle est en flammes. Donc ils téléphonent à Vincennes, les Allemands sont là. Et ce sont les chauffeurs du général Weygand qui préviennent Vincennes du succès de la manœuvre allemande. C'est assez curieux. Voilà, enfin Weygand va finalement accepté, ce qui est une lourde charge. Il reprend la stratégie de Gamelin, je fais court, il reprend la stratégie de Gamelin car il estime que construire une ligne continue sur la ligne, ce qu'on va appeler la ligne de Weygand, n'est-ce pas, qui va le long de la Somme, les Lettres jusqu'à Sedan, est la seule stratégie possible. Et il va s'efforcer pendant une dizaine de jours de nourrir cette ligne le plus possible. Il va y avoir un certain nombre de contre-offensives dont le contre-offensif d'Abbeville, vous le savez, qui est en partie commandé par un certain colonel de Gaulle, ce qui amènera des contacts entre eux par la suite, qui ne seront pas très chaleureux ni sympathiques. Mais Weygand accepte une lourde charge dont il mesure tout de suite la difficulté, et si bien que 5 jours après, il va commencer à alerter le gouvernement sur le fait d'une défaite possible. Est-ce que le fait que les Anglais aient été défaillants dans cette contre-attaque dans le Nord n'a pas aussi joué? Est-ce que ça a une importance suffisante ou simplement psychologique? Une chose, je me suis interrogé là-dessus, une chose frappante, c'est que Weygand ne va pas s'en plaindre, parce qu'il se rend compte qu'en fait, les Anglais n'ont pas d'autre solution. Mais il est certain que lorsque Lord Gort évacue Arras, c'est-à-dire qu'il enlève le corps anglais de l'attaque en tenaille qui devait venir du sud et du nord pour couper la tête de pont allemande, ce que Churchill appelait la tortue a mis la tête hors de la carapace, il faut lui couper la tête. On n'a pas pu le faire parce que les Anglais avaient voilà. Et je voudrais pas qu'on s'enfonce dans les chiffres, mais enfin le dégagement anglais a été quand même extrêmement violent, puisque le 10 mai ils avaient, je crois, j'ai les chiffres là, mais c'est de l'ordre de 25 squadrons en France. Le 3 juin, il ne restait que 3. Ouais. C'est pour dire qu'ils se sont dégagés rapidement et sans consulter le généralissime qui était Weygand. À quel moment pensez-vous qu'il juge l'armistice, puisqu'il s'agit d'armistice, on va y venir longuement, indispensable, nécessaire et incontournable? Quelle date? La grande date, on peut la situer? Oui, on le situe absolument parfaitement parce que ça va donner lieu à une querelle considérable qui est le 25 mai. Le 25 mai, il y a 2 réunions à Paris. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus trop, mais enfin, il y a 2 réunions à Paris. Weygand, lui, il est à la Ferté-sous-Jouarre avec le GQG. Et pour venir à Paris, il faut qu'il vienne en voiture. Ça lui prend, j'ai estimé, entre 3 et 4 heures de voiture par jour, parce que le matin, il y a une réunion d'état-major à rue Saint-Dominique, et le soir, à 19h, il y a une réunion du comité de guerre. J'ai la liste là, c'est vous dire que c'est très, très important. Enfin, il y a toutes les grandes têtes. Il y a Reynaud, il y a le président Lebrun, il y a Darlan, il y a enfin Pétain, il y a enfin toutes les grandes têtes sont là. Et quelqu'un évoque, c'est 5 jours après l'arrivée de Weygand, on se rend compte que les choses vont très mal. Et Weygand, qui est un homme lucide, va prévenir Reynaud de la possibilité d'une défaite. Et querelle qui prononce le mot d'armistice. Ça va être l'objet d'une
d'une bagarre intense. Et Reynaud, jusqu'à la fin de ses jours, jura que c'est pas lui. Or, Benoît Méchain qui assiste dit, si, c'est Reynaud qui en a parlé plusieurs fois. Mais il faut bien que quelqu'un en parle. Le général de Villehum, qui était là également, c'était le chef de cabinet militaire de Paul Reynaud, dit, dès le 25 mai, moi j'ai conseillé à Paul Reynaud de demander l'armistice. Parce que le 25 mai, nous avions encore une armée constituée sur la ligne Végan et sur la Somme. On était encore en position de négociation possible, mais personne évidemment ne l'a écouté. Et c'est en tout cas le 25 mai qu'on commence sérieusement à envisager l'armistice. Alors, d'avoir demandé l'armistice ferait, selon les gaullistes de Végan, un capitulaire. Alors, quelle différence, parce que c'est assez peu connu, y a-t-il entre l'armistice et la capitulation ? Henri-Christian Giraud. Bien, la capitulation laisse le vaincu à la merci totale de son vainqueur, tandis que l'armistice est un traité. C'est une convention bien sûr fragile, puisque le plus fort peut tourner quand il le veut les termes de ce traité. Mais le traité permet aussi, c'est aussi un instrument qui permet de jouer selon les occasions avec la dureté des conditions de l'ennemi. Très vite, d'ailleurs, dès le 16 juillet, si je ne me trompe, l'armistice a considéré, à la façon dont Végan le considère, comme un instrument de réplique aux exigences allemandes. Dès le 16 juillet, lorsque les Allemands font valoir un certain nombre d'exigences, et notamment la livraison ou l'utilisation de 8 aérodromes au Maroc, des chemins de fer algériens, des ports maritimes d'Afrique du Nord, etc., Végan s'y oppose catégoriquement. Et je dois dire que là, le gouvernement de Vichy lui obéit, et même Laval va écrire une lettre assez ferme au gouvernement allemand pour s'opposer à ces prétentions. Alors, le gouvernement allemand, curieusement, ne va pas répondre. Il va laisser le gouvernement de Vichy dans l'expectative, et ce qui fait que le 4 août, et ça c'est ce que nous apprend Georges Hirtz, le 4 août, Pétain, inquiet, va déléguer Darlan, d'ailleurs sans en parler à Végan. Il va en faire un peu son successeur, et il va lui donner une délégation pour partir en Algérie, s'installer en Algérie et y amener la flotte, etc. Donc, mais sans en parler à Végan, quand même, ce qui est assez curieux. Ah, c'est étonnant. Est-ce que justement la capitulation n'a pas arrangé le général de Gaulle situé à ce moment-là en Angleterre, dans la mesure où effectivement il ne restait plus de je ne veux pas vous corriger, mais vous venez de dire. Oui, je veux dire la bêtise. Toute la thèse gaulliste consiste à dire qu'il s'agit d'une capitulation, et toute la propagande gaulliste va consister à dire que les Français ont capitulé, ce qui est complètement faux, et ce qui va provoquer un préjudice énorme à l'image de la France, énorme, et qui dure encore. Mais alors, le fait de capituler n'est-il pas un moment quand il n'existe plus de France? Il n'y a pas de capitulation là, puisqu'il non, mais justement. Est-ce que l'armistice justement, est-ce que la capitulation n'aurait pas arrangé le général de Gaulle? Non, mais le général de Gaulle, à l'époque, il n'est pas... s'il nourrit déjà ses idées de France libre, puisqu'il en parle dès le 4 juin. Mais non... Allez-y, avec non, c'est une faute absolument considérable. Si je peux expliquer ça, toute la thèse, et je ne veux pas faire d'antigaullisme, mais on va relire les textes du général de Gaulle lui-même. Toute la thèse du général de Gaulle consiste à couvrir de honte la France, les Français et les trois Français connus de l'opinion mondiale, qui sont le maréchal Pétain, qui sont l'amiral Darlan, qui sont le général Végan, et qui vont être couverts d'ordures. Si je voudrais vous lire quelques passages. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Or, une chose dont on ne s'est pas rendu compte en France, mais j'ai vécu quelques années dans les pays anglo-saxons, ça a fait un mal épouvantable à l'image de la France, qui a été absolument souillée, polluée par ces discours, et qui depuis reste dans la mémoire anglo-saxonne, et la France depuis a été rétablie à l'échelon de la façon dont nous considérions autrefois les Italiens. Je veux dire, voilà, ça fait un mal épouvantable à la France. Je voudrais rappeler juste quelques phrases de ces discours qui sont absolument
incroyable, car tout ça date de juillet 40, n'est-ce pas? C'est donc à une panique inexcusable. Cette clique est à la solde de l'Allemagne. Ces très vieux maréchaux et ces vieux généraux vaincus, l'équipe mixte du défaitisme et de la trahison. Vous savez, c'est incroyable de dire des choses pareilles. Vous imaginez l'impact sur l'opinion mondiale quand on dit des choses pareilles. Ces 3 Français qui étaient maréchaux de France, c'est absolument... Alors, la clique de politiciens tarés, d'affairistes sans honneur, de fonctionnaires arrivistes et de mauvais généraux qui se ruent à l'usurpation en même temps qu'à la servitude... Vous savez, il faut écrire des choses comme ça, c'est de la folie. Enfin, bon, il faut surtout le penser. Il faut le penser. Ils ont sacrifié la France pour mieux servir Hitler. Il l'a dit, ça. C'est quand même incroyable d'avoir sali la France comme ça. Ils se vantent de leur servitude et sont en train de livrer à l'ennemi l'empire intact de la France, alors que justement, Weygand fait tout pour sauver l'empire et qu'il va y arriver. Je peux vous en dire encore quelques-uns, si vous voulez. Pétain et Weygand, dont l'égoïsme, la trahison, la déchéance morale paraissent si notoires que personne ne peut les ignorer. Entourés de vieillards qui se soignent à Vichy, enfin, Darlan, ses chefs infâmes ou séniles, complices de l'envahisseur. Enfin, c'est des propos insensés. Il faut se rappeler quand même que le maréchal Pétain est porté par un parlement pratiquement au 4/5e. Mais c'est le parlement le parlement de gauche. C'est le parlement du Front populaire. Et que ce général, à titre temporaire, quelques jours après, prononce des choses pareilles, c'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait incroyable. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme autre, parce que les gaullistes c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y avait comme autre solution que l'armistice? On a parlé de réduit breton, on a parlé de repli sur l'Empire, et donc de combat dans l'Empire. Est-ce que c'était raisonnable? Je crois que le repli sur l'Empire, malheureusement, était impossible. Henri Christian Giraud. Toutes les enquêtes qui ont été faites depuis montrent, et notamment la thèse de Madame Lévis-Touzé montre très bien que la poursuite du combat en AFN ou dans l'Empire n'est pas possible. Noguès, poussé par les différents gouverneurs, Boisson et tous les autres, a envisagé un moment de résister, a envisagé un moment la poursuite du combat. Il a même donné, pour essayer d'en savoir plus sur je dirais la capacité aérienne de l'Afrique du Nord, il a donné une mission à Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry est revenu très vite et lui a dit oui, nous avons de très beaux poissons. Et c'est vrai, les avions, il y avait à peu près 800 avions qui avaient été rapatriés en Afrique du Nord ou transférés en Afrique du Nord. Oui, nous avons de très beaux poissons, mais ils sont bientôt à l'air libre et ils n'auront plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le matériel qu'il faut, il n'y a pas les pièces de rechange, il n'y a pas les munitions. Et donc, à partir de ces 800 avions, d'ailleurs, Weygand réussira à en rendre utile, je pense, la moitié, 400 à peu près. Mais je crois que vraiment, il est exclu de penser qu'il était possible de faire une résistance, de poursuivre la guerre en AFN. Un certain nombre d'historiens comme Stora, qui n'est pas le Stora de la guerre d'Algérie, et un autre, notamment Sapir, je crois, ont écrit un livre, c'est de l'histoire, comme disent les Anglais, de l'histoire alternative, c'est une espèce d'Uchronie, et si on avait continué la guerre. Bon, je pense pas quand même que leurs arguments soient très sérieux. Ouais. Je voudrais simplement préciser, à la suite de ce que dit Henri Christian, c'est que on consulte Weygand, on lui demandait la possibilité de transférer ceux qui restent de l'armée en Afrique du Nord. C'est tout à fait impossible parce qu'on n'a pas le tonnage. Et les Anglais ne peuvent pas le fournir. Et de toute façon, on est pressé. Les Allemands avancent de 40 km par jour. Et on ne peut plus. C'est fini, c'est terminé. Et donc, bien entendu, le général de Gaulle ne peut pas ignorer ces données-là. Non, il ne peut pas l'ignorer. Il est secrétaire à la guerre. On a lu quelque part que le général Weygand avait fait transférer les contrats d'armement avec les Américains au profit des Anglais. Tout à fait. Ce qui montre bien qu'il n'était pas pro-allemand. Ça dès le 17 juin, c'est-à-dire tout de suite après le discours du maréchal Pétain. C'est bien une intention précise. Tout à fait. Et il faut dire,
à la suite de cela que les liaisons entre les services secrets français et anglais n'ont jamais été rompues et que par Lisbonne ou Malte, Weygand va continuer à conserver ce contact. Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Roger Saboureau, dont je vous rappelle le titre d'aujourd'hui, Weygand de 1940 à 1965, avec nos invités qui sont Henri Doilly, Gérard Weygand et Henri-Christian Giraud. Voilà. Gérard Weygand, dans vos discussions avec votre grand-père dans les années qui ont suivi cette période-là, est-ce qu'il vous parlait d'abord de cette période-là ? Enfin, il en parlait évidemment déjà et avant tout avec mon père et mon oncle et en notre présence, ce qui fait que nous avons déjà tout jeune pris une certaine mesure de tout ce qui environnait cette période. Et ce qui nous... Bon, je ne crois pas, je ne me rappelle pas, malheureusement, quand je lis aujourd'hui les récits de différentes origines sur cette période, je ne me rappelle pas avoir parlé avec lui, l'avoir interrogé sur ces faits précis de l'armistice, notamment, et je le regrette amèrement. Bon, mais j'ai pu parler avec lui de bien d'autres choses. Il m'a évidemment parlé, il m'a même emmené avec mon plus jeune frère à Reton de voir le wagon de l'armistice et nous raconter en détail dans quelles circonstances cet armistice de 1918 avait été signé. Mais non, cette période de fin 40 n'a pas fait l'objet d'une conversation de sa part avec moi en particulier. Il y a eu d'autres sujets. D'autres sujets. On va y venir. Alors, il est ministre de la guerre de l'armistice jusqu'en septembre 40, soit 77 jours. Hein. Alors, quelle est son action à ce moment-là ? Puisque là, il est soi-disant un traître à la patrie, comme le dit le général de Gaulle. Quelle est son action ? Est-elle... Eh bien, c'est l'action d'abord d'un militaire qui prépare. C'est la grande différence entre les deux politiques, celle de Londres et celle de Vichy. C'est que le général Weygand, lui, va préparer la revanche et l'autre veut faire la résistance. Et c'est entre les deux que va se passer parce que le Weygand n'est pas moins courageux ni moins entreprenant que Londres, mais il prépare la revanche. Et alors, dès que Weygand est ministre de la Défense, il va commencer cette énorme et très importante politique de camouflage qui sera sans efficacité puisque les Allemands vont finalement envahir la France. Mais les Allemands vont être tout à fait surpris de voir ce que les Français sont arrivés à camoufler. Il y a un très bon bouquin qui vient apparaître là-dessus, sur le camouflage de l'armement par l'armée française. Et donc, les premiers actes de résistance, ce sont ceux-là. C'est de maintenir les renseignements avec les Anglais et de cacher un armement aussi important que l'on peut. Les propos donc sur la trahison tenus par le général de Gaulle sont ineptes. C'est inepte. Oui. Ils sont d'autant plus ineptes que la situation française est épouvantable. Il faut rappeler quand même on l'oublie toujours, certains chiffres. Il y a eu entre 70 000 et 110 000 tués. Il y a contre seulement, entre guillemets, 3 500 Anglais. Hein, bon. Il y a, et à cela s'ajoute 1 500 000 prisonniers, dont 25 000 officiers. Et une centaine de généraux, dont parmi les plus célèbres, il y a Juin, il y a Giraud et quelques autres. Hein. Et donc la situation est plus les frais d'occupation qui se montent à 400 millions de francs par jour à payer. Hein. Donc la situation est absolument épouvantable. Et malgré cette situation, Weygand va réussir quand même à reconstituer et à redynamiser la petite armée d'armistice qui reste, qui est à peu près de 100 000 hommes. Henri Doilly. Ça ne concerne pas directement Weygand, mais pour ajouter à ce tableau des catastrophes de l'époque, il y a environ 12 millions de personnes sur les routes qui arrivent du Nord, qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, qu'il faut protéger. Les villes brûlent. Il y a eu, on n'a jamais connu le nombre de victimes civiles, mais c'est considérable, c'est énorme. Les chemins de fer sont désorganisés, les ponts ont sauté. La France est vraiment physiquement écroulée complètement. Voilà, enfin, je voulais ajouter ça. Il y a l'aspect, ça ne concerne pas Weygand, puisque Weygand n'est pas en charge de la population civile. Alors,
allons, bien sûr, on fait des propos glorieux, n'est-ce pas, la France a pas... Mais à Vichy, il faut s'occuper de la réalité. C'est que les gens crèvent de faim sur les trottoirs. J'ai vu personnellement, j'étais tout gamin évidemment, arriver cette débâcle. Et on a hébergé je ne sais combien de familles en Poitou où je vivais à l'époque. C'était épouvantable. J'en suis témoin. Pour en revenir juste à l'armistice, cela fait débat encore actuellement, bien que l'ensemble des historiens jugent aujourd'hui ou estiment que l'armistice était inévitable. Mais en tout cas, de la part des Allemands, et notamment des généraux allemands, c'était une erreur d'Hitler. Je crois que Göring l'a dit, l'armistice a été la pire erreur d'Hitler. C'est une des erreurs stratégiques de plus d'Hitler. La première, c'est le Haltbefehl devant Dunkerque. La seconde, c'est sans doute l'armistice qui laisse à la France, en effet, son empire colonial. Et la troisième, c'est la guerre sur deux fronts avec l'attaque contre l'URSS. La cinquième, c'est la déclaration de guerre aux États-Unis. Enfin, Hitler a multiplié les grandes fautes stratégiques. Mais celle-là, en tout cas, je crois qu'elle fait partie des grandes fautes d'Hitler. Ouais. Et je crois que le général Georges rapportait un propos de Churchill à Marrakech en 1944, où Churchill lui a dit « L'armistice nous a en somme rendu service ». Hitler a commis une faute en l'accordant. Il aurait dû aller en AFN, s'en emparer pour continuer sur l'Égypte. Nous aurions eu alors une tâche bien difficile. Ouais. Henri Doyer. Pour conclure sur cette affaire évidente de l'armistice qui n'est pas une capitulation, j'ai participé à un colloque de la Commission française d'histoire militaire où il y a des gens beaucoup plus calés que moi, et ce colloque concluait à l'évidence que cet armistice avait sauvé l'avenir. Il faut se souvenir que cette capitulation, soi-disant capitulation, laisse une moitié de France qui va avoir une vie diplomatique général. Il y aura aussi bien un ambassadeur du RSS que le Vatican. Enfin, tout le monde sera là. La France conserve des armées dans ses colonies. Elle conserve en Indochine, au Levant, à Madagascar, en Afrique du Nord, au Sénégal. La France conserve ses armées coloniales. Elle conserve sa flotte. Cela dit, ça n'arrange pas le général de Gaulle. Ah non, absolument. C'est pour ça qu'il qu'on ait gardé toutes ces relations. C'est pour ça qu'il nie la réalité de l'armistice. Et enfin, je voudrais pas faire le procès du général de Gaulle. C'est une chose qu'on m'accuse toujours de faire le procès. C'est pas du tout ce que c'est pas mon propos du tout. Mais il faut voir les choses comme elles sont. Et je voudrais citer un mot de Pierre Nora. Pierre Nora, qui est quand même un personnage considérable. J'ai noté ça de lui. Certains défenseurs de la mémoire imposent une vérité tyrannique, parfois terroriste, notamment vis-à-vis de la communauté scientifique. Et ça m'a beaucoup frappé. Parce que il est certain que l'histoire des militants n'est pas l'histoire des historiens. C'est absolument clair, c'est ce qui sépare la vérité de la propagande. Et ça me rappelle aussi ce mot que j'aime beaucoup, que j'ai mis en tête dans mes livres, qui est, c'est pas de moi, je ne me cite pas moi-même, qui est « L'histoire n'est pas de taille à se battre contre les légendes ». Et ça, c'est profondément vrai. Très joli. À propos des liens de cette période 40-42, j'ai bien connu l'ambassadeur de France à Washington, qui se trouve être un membre associé de ma famille, et qui a été, jusqu'en 42, ambassadeur, parce qu'il avait été pendant la Première Guerre mondiale, aide de camp du général Pershing, enfin officier de liaison du général Pershing, ayant fait ses études aux États-Unis, ce qui était rare à l'époque. Et il était maire de Versailles. D'ailleurs, vous notez que dans les rétrospectives de Versailles, il y a 20 ans où il n'y a plus de maire. C'était l'ambassadeur Henriet. Bien sûr. Et l'ambassadeur Henriet, en 42, bon, il a essayé de rentrer. Il n'est pas rentré. Il n'a pas pu rentrer avant je ne sais quelle année. Il a fait en Afrique du Sud. Il n'était pas très ami ni avec le général de Gaulle, mais pas non plus avec Paul Reynaud. Alors, le général Weygand est nommé délégué général du gouvernement en Afrique. C'est un grand moment. C'est une période très riche. Henri-Christian Giraud. Oui, il faut d'abord rappeler, comme l'a fait Henri Doyer, que il est nommé le 5 septembre 40, mais il est victime d'un accident d'avion, encore un à Limoges, et il ne peut prendre véritablement ses fonctions que le 8 octobre, donc un mois, plus d'un mois après. Et là, il s'y met tout de suite. Je crois que il est sorti de cet avion
en se plaignant de douleurs aux côtés, et on lui a d'abord constaté une côte fêlée. Et puis finalement, une fois hospitalisé, les médecins ont constaté qu'il y avait 5 côtes cassées. Et il a répondu simplement comme commentaire, tant mieux, pour une seule, j'avais trop mal. C'est tout à fait lui. Et malgré sa souffrance, il commence par faire un tour de l'Empire en 42 étapes. D'après ce que nous dit Georges Hirtz, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein, bon. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mission en Afrique du Nord qui a quand même été qui a été interrompue par la volonté des Allemands, hein, il faut s'en rappeler, et qui a duré donc un peu plus d'une année. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pour résumer, je crois qu'on peut dire que Weygand a entrepris de faire de cet empire français la base de la reconquête, hein, sans le dire tout en le disant, et surtout en agissant, et il faut le rappeler, sous la surveillance tatillonne de toutes les commissions d'armistice, toutes les commissions de contrôle allemandes et italiennes. Bon, hein, ce qui n'était pas facile. Bon, et aussi avec la propagande de l'Axe en faveur de l'indépendance des populations indigènes, comme on disait autrefois. Hein, bon. Donc c'est pas. Il a essayé de reconstituer une armée à partir des 30 000 hommes que comportait l'armée d'Afrique à l'époque, qui avait quand même pas mal trinqué au moment de la campagne de France. Bon, il a réussi à reconstituer une armée officielle de 100 000 hommes, qui, grâce à une habile politique on pourrait dire de civilisation, c'est-à-dire en donnant des statuts civils aux officiers et aux soldats, et au camouflage des effectifs, atteindra en réalité, d'après ce qu'on dit, fin 41, près de 181 000 hommes. Hein. Alors tous n'étaient pas forcément tout à fait aguerris, et tous n'avaient pas forcément évidemment le matériel qu'il fallait pour combattre. L'embryon de l'armée d'Afrique. Mais c'est l'embryon de l'armée d'Afrique, c'est cet embryon d'armée d'Afrique que Giraud jettera plus tard en Tunisie pour arrêter l'Africa Corps de Rommel, quoi, et qui va servir de coup cette petite armée française qui va servir de couverture à l'installation des armées alliées quand même, et qui va tenir à peu près la moitié du front. Hein, donc c'est une armée et qui va étonner les correspondants étrangers par sa combativité, et qui va réussir beaucoup d'éclat. Voilà. Alors, les relations avec les Anglais n'étaient pas forcément faciles, puisqu'il y avait eu entre-temps Mercel-Kébir, il y avait eu des Dakar, etc. Mais il semblerait que, à travers Murphy, les relations avec les États-Unis et Roosevelt, donc, du général, soient devenues importantes. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, ça a été... D'abord, il faut dire que les relations... Parce qu'on est directement dans ce cas-là, on piétine un peu les plates-bandes des FFL. Enfin, hein. Les relations entre Weygand et les Anglais ont toujours été absolument excellentes. C'est un héritage de la guerre de 14, ça, après le commandement unique, la conférence de Doulan, enfin ne remontons pas dans la préhistoire de tout cela. Mais il avait été invité à passer en revue les élèves de Sandhurst, enfin il était très proche des Anglais, dont il avait un peu pris le style. Il avait son stick, il était net, il était il était tout à fait très british. Il était très british, oui. Et il avait eu les meilleures relations avec, en particulier, les Anglais au Caire quand il avait été au Moyen-Orient avant d'être appelé en France. Si bien que lorsque il va être nommé à la tête de l'Afrique du Nord, il va recevoir une lettre de félicitations du général Wavell qui commande les Anglais au Caire. Alors je ne sais pas s'il l'a reçu par la poste, mais en tout cas il l'a reçu. Et c'est quand même une chose étonnante, n'est-ce pas ? Donc, alors parlons de Murphy, c'est très important. De Washington, qui n'est pas en guerre encore du tout. Le président Roosevelt est quand même un peu inquiet de tout ça. Il veut savoir ce qui se passe. Il a de bonnes relations avec Vichy, qui est le gouvernement légal, et c'est un démocrate, Roosevelt. Il tient absolument au respect des règles démocratiques. Donc il avait envoyé l'amiral Leahy à Vichy, mais il va envoyer Murphy en Afrique du Nord pour prendre contact avec le général Weygand, observer, faire un rapport, et c'est l'envoyé personnel de Roosevelt. Ce n'est pas un personnage qui relève du Foreign Office, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bon,
il rencontre directement un Roosevelt. Et il va dire à Roosevelt, il va convaincre Roosevelt que le général Weygand est en fait un homme qui est déterminé à vaincre l'Allemagne, qui veut absolument réunir l'Empire, reformer l'armée et se battre. Et il va convaincre Roosevelt. Si bien que dès cette époque-là, c'est une chose peu connue, on va commencer l'état-major de général Weygand va commencer à réfléchir au réarmement et à définir, les chiffres, je les ai un peu oubliés, mais combien il faut d'armement pour rééquiper 5 divisions. Et ça va être la base de ce que fera Giraud plus tard. Donc dès 40, on commence à réfléchir. C'est vraiment l'esprit de la revanche, l'armée de Weygand. Alors Weygand va beaucoup circuler, il va aller partout, jusqu'à Gao, au Niger, il va aller partout pour soutenir, encourager les gens. Et voilà, et c'est cette mobilisation qui va donner naissance à l'armée d'Afrique, qui va faire la campagne de Tunisie. Effectivement. Je voudrais dire une chose qui me paraît très importante quand on rapproche les dates. On est très surpris des choses. Les Français libres, qui se sont très bien battus, on peut les saluer avec beaucoup de respect, ils se battent à Bir Hakeim en juin 42. Et l'armée régulière, elle, va se mettre au combat à côté des Alliés en novembre. Si bien que 40, c'est 2 ans avant, mais c'est à 5 mois d'intervalle presque en même temps que la DFL et l'armée régulière se remettent en guerre contre l'Allemagne. Car Bir Hakeim est le premier combat des DFL contre les Allemands. Avant, ils se battent contre les Français. À Dakar, au Gabon, en Syrie, partout. Et donc les deux armées, donc les deux armées vont se remettre au combat. Pas en même temps, mais à 5 mois après. C'est très peu. C'est très peu. Oui, puisque la directive, je crois, la première directive de Giraud date du 13 novembre. Donc, c'est immédiat, hein. Et puis la deuxième, le 21 novembre. Et puis, il dit au général Barré de répliquer à l'ultimatum de Nering, avec nous ou contre nous, de répondre par la volée de ses canons, quoi. Hein. Bon, donc, ça, tout de suite, la campagne de Tunisie commence. Alors, il y a un amalgame assez fréquent dans l'opinion, parce que la communication là-dessus a été incertaine, entre l'amiral Darlan et le général Weygand, considérés comme collabos dans l'histoire d'après-guerre. Il y a eu quand même un affrontement entre les deux hommes sur l'application de l'armistice. Ça, tout à fait. Alors, quelle est cette Oui, eh ben, inévitablement, c'est vrai, il y a eu un affrontement. Darlan s'est laissé aller à certains moments. En tout cas, à certains moments, a proposé une collaboration militaire au Reich. Alors que Weygand s'y est toujours opposé. L'armistice, seulement l'armistice, rien que l'armistice à la virgule près. Hein, bon, Darlan, lui, avec les accords de Paris, a laissé... Vous parlez des protocoles de Paris. Des protocoles de Paris, je croyais qu'on parlait de l'armistice. Non, les protocoles... les protocoles de Paris, oui. Parlons pas des protocoles de Paris. Oui. Et là, Weygand s'y est opposé catégoriquement. Et je voudrais signaler à ce sujet la parution d'un livre d'un historien au CNRS, je crois que c'est Monsieur Costagliola, si je me souviens bien du nom, qui fait la part belle, c'est vrai, à Weygand contre Darlan. Hein, aux grandes dames sans doute, mais il n'est plus là malheureusement pour riposter à notre ami Hervé Couto-Bégari, qui lui défendait plutôt Darlan, et ça aurait pu donner un très beau débat d'ailleurs, tout ça. Alors là-dessus intervient, pendant cette période où il est en Afrique, cette lettre du général de Gaulle au général Weygand en mars 41. Alors c'est pas une lettre. Ce n'est pas une lettre. C'est un message, et à mon avis, c'est un message téléphoné. Si vous voulez, je peux vous donner quelques indications que nous livre d'ailleurs Georges Hirtz. Hein. Bon, c'est un message écrit, mais sans doute téléphoné de Londres à l'ambassade. Et l'ambassade l'écrit. À l'ambassade étrangère, qui elle-même l'écrit, sur un papier à en tête du Foreign Office. Hein, et qui est le consul de Tanger, le consul anglais, accompagne ce message d'un mot personnel. Il indique que d'ordre du gouvernement de Sa Majesté, il fait parvenir au général Weygand un message à lui adressé par le général de Gaulle.
Bon, donc le papier n'est pas signé, il porte in fine la mention simplement signé De Gaulle. Bon, il s'agit donc d'une copie dont les services anglais ont évidemment conservé l'original. Je crois qu'il serait intéressant de donner peut-être la lecture de cette lettre, si on a le temps. Oui, moi je l'ai. Si vous voulez, mon général. Donc c'est Weygand. C'est général de Gaulle au général Weygand, du 2 mars, qui est son grand ancien. Du 2 mars 1941. Mon général, nous n'avons pas été d'accord, mais dans le malheur de la France, il faut partir du point où en sont les choses. Il n'y a plus de doute possible sur la tournure que va prendre la collaboration avec les Allemands et sur les gens qui vont la faire. Or, la victoire de Hitler, c'est la fin de l'indépendance. Pour quelques jours encore, vous êtes en mesure de jouer un grand rôle national. Ensuite, il sera trop tard. Je vous propose de nous unir. Déclarons ensemble que nous faisons la guerre pour libérer la patrie. Appelons-en à l'Empire. Vous connaissez les sentiments réels de l'armée et des populations. Vous savez que notre entente provoquerait chez tous les bons Français un immense enthousiasme, en même temps qu'elle entraînerait le concours immédiat des Alliés. Si votre réponse est oui, je vous assure de mes respects. Voilà. Si elle est non, il n'y a pas de respect. Non, il n'y a pas de respect. Alors je pense que ça soulève un certain nombre de questions, notamment concernant les Anglais, parce qu'on peut se poser la question de savoir s'ils sont pour quelque chose dans ce message. Et ça va rejoindre un peu les accords Murphy-Weygand. Une chose est sûre d'abord, c'est que les Anglais n'y sont pas hostiles, puisqu'ils jouent les intermédiaires. Bon. En sont-ils à l'origine ? Eh bien, personnellement, c'est très possible, car cela correspond au moment, précisément, où se situent les accords Weygand-Murphy, et qui met à mal le blocus anglais, et qui met à mal, et qui non seulement le met à mal, mais le désavoue, le blocus anglais. Or, je pense que Londres est trop accro, comme on dit, à cette alliance avec les États-Unis à l'époque pour risquer un malentendu ou une friction. Donc il est très possible que les Anglais aient incité le général de Gaulle à écrire ce message. Radio Courtoisie, le libre journal de Rochechouart-Bourreau, parce que nous avons énormément de messages. Donc je vous rappelle le titre Weygand de 1940 à 1965, avec nos invités Henri Doyer, Henri-Christian Giraud et Gérard Weygand. Alors, une question, et je pense que vous pourrez y répondre avant que je lise les autres messages. Une question d'un auditeur. Est-ce que le général Weygand est intervenu pour la nomination de l'amiral Abrial, héros de Dunkerque, au poste de gouverneur général de l'Algérie? Je crois savoir que le général Weygand était en communion de pensée avec l'amiral Abrial. Le général Weygand aurait-il pu demeurer en Afrique du Nord après que les Allemands aient exigé son retour en France et l'arrêt de ses fonctions? L'inspecteur général de l'armée française, qui peut répondre à cette question. Autant que je me souvienne, le général Weygand a été tout à fait reconnaissant et a célébré l'attitude de l'amiral Abrial à Dunkerque et dans toutes les opérations de juin 40. En revanche, il a rapidement, lorsque l'amiral était gouverneur d'Algérie, il a fini par demander son rappel, et c'est là que le Vichy, enfin le maréchal Pétain, a nommé mon grand-père gouverneur de l'Algérie pour cette période. Une autre question d'un auditeur. Au sujet de l'intervention de blindés, cette affirmation ne figurait pas dans l'édition de 1937 de son ouvrage. Avez-vous des précisions sur ce sujet? Qui répond? Je n'ai pas très bien compris la question. Oui, je crois que la question... Au sujet de l'intervention de blindés, cette affirmation... Non, la question... La création, probablement. Oui, je pense que l'intervention... Il se réfère à l'entrée, voilà. qu'on a dit au début. Non, en réalité, l'auditeur veut dire autre chose, je suppose. En 1935, dans l'armée de métier de Gaulle, en effet, développe sa théorie des blindés, et surtout de la mobilité des blindés, de l'utilisation des blindés, mais il ne parle absolument pas de l'aviation.
Et dans une réédition en 43-44 à Alger, il a rajouté le terme avion. Et devant certains sourires ironiques, il a fini par le supprimer. Voilà. Une autre question aussi. Alors, à propos de l'attentat anglais de Mersel Kébir, est-ce que la solution pour la flotte française de gagner des ports en Afrique occidentale était possible ? Est-ce que cette solution mettait en péril les clauses de l'armistice ? L'amiral Jean Soult avait-il écrit sur ce sujet après cet attentat ? Quelle question ? Écoutez, là, je vais vous répondre comme l'ancien marin que j'étais autrefois. C'est qu'un bateau, ça n'est pas une mobilette. Ça ne démarre pas quand on appuie sur le bouton. Tous ces navires étaient en désarmement depuis une semaine. Il ne suffisait pas comme ça de dire, OK, on a pareil, on s'en va. C'était impossible. Ils étaient coincés dans le port. C'est en partie, pas seulement, mais en partie ce qui s'est passé à Toulon. Vous savez, remettre un cuirassé en chauffe, ça demande, 48 heures, quelque chose comme ça. Je voudrais répondre très rapidement à la question précédente sur les blindés. Tout le monde se souciait des blindés à l'époque. Je voudrais vous rappeler les grands types, sans faire de technique du tout, les grands types de chars de l'époque. Ce sont le Somme UA-35, le S-35, le R-35, le H-35. Tous les chars sont conçus à cette époque-là. Tout le monde est super excité sur la question des blindés. Au moment où paraît vers l'armée de métier. C'est une question de surchauffe. Et le général de Gaulle, le commandant de Gaulle a parfaitement raison. Et son livre est remarquable. Il est très dense et il est remarquable. Il va être présenté à l'Assemblée. Et je voudrais rappeler que c'est l'Assemblée qui va refuser les divisions cuirassées. Et si l'armée française est cantonnée dans l'infanterie et la ligne Maginot, c'est à cause du gouvernement. Si la guerre de 40 est perdue, c'est bien sûr à cause de l'effondrement militaire, mais c'est la cause profonde, elle est politique. Les politiques ont obligé l'armée française à se cantonner dans les idées de 14-18. C'est le gouvernement Blum, d'ailleurs. C'est le gouvernement Blum, celui d'ailleurs qui va faire l'élection peut-être pour des raisons de budget, parce qu'une division oui, aussi, blindée, bien sûr. probablement. Non, et puis il faut choisir entre la défensive excusez-moi, et la défense. Bon. Enfin, bon, on va pas repartir sur quelque chose, mais vous savez, la France a dépensé des sommes absolument colossales pour la défense nationale. On avait la 4e flotte du monde, on avait la ligne Maginot, et on avait autant de chars que les Allemands. C'est vous dire que c'était pas une question de budget, c'est une question de volonté politique et de volonté de l'opinion. Oui, un autre message d'un auditeur. Selon Souvorov, Staline avait entassé ses troupes prêtes à l'attaque sur la frontière et c'est pour cela qu'Hitler les a attaqués en catastrophe sans préparation. Staline allait attaquer les socialistes hitlériens. Et une dernière question, faites-vous l'apologie de Weygand ou le procès de De Gaulle ? Je pose la question. C'est une bonne question. Nous faisons de l'histoire. Tout oui, simplement. Je voudrais, si je peux me permettre, parce qu'il s'agit bien des messages, je voudrais rappeler une anecdote que je vous disais tout à l'heure. À une précédente émission, où nous nous efforcions tous de faire de l'histoire, de voir les choses telles qu'elles se sont passées, sans opinion et sans tentation politique, j'ai reçu 2 messages. L'un était « Quel dommage que votre gaullisme vous empêche d'être objectif » et l'autre était « Quel dommage que votre pétinisme vous empêche d'être objectif ». Alors ça prouve que le lecteur et peut-être certains auditeurs piochent dans ce que nous disons, ce qui conforte leur propre opinion, sans essayer de comprendre ce qu'a été l'histoire. Mais l'histoire, elle ne nous consulte pas, c'est nous qui devons la regarder. Gérard Weygand, est-ce que ce refus du général Weygand a cette lettre un peu combinatoire du général de Gaulle, est-ce qu'elle a aussi des raisons personnelles ? On a dit aussi du maréchal Pétain qu'en 42, il n'a pas rejoint l'Afrique du Nord pour des différentes raisons, en particulier qu'il n'aimait pas prendre l'avion. Est-ce que, en l'occurrence, vous pensez que une des raisons du refus du général Weygand de rallier en quelque sorte les forces françaises libres, je pense que d'abord la notion de rallier les forces françaises libres ne tenait absolument pas la route, étant donné que lui, en faisant signer l'armistice, en contribuant à faire signer l'armistice en toute connaissance de cause, n'avait qu'une idée en tête, c'était de rétablir les forces nécessaires pour pouvoir prendre une revanche lorsqu'elle serait possible. Et donc, cette dissidence qui était en Angleterre, d'abord, elle était encore extrêmement faible en 41, puisque le message est de 41, elle était extrêmement faible. Le général de Gaulle avait pris une position dès
juin 40, hostile à toute la conduite des opérations jusqu'à l'armistice, et y compris l'armistice. Donc, mon grand-père ne pouvait pas recevoir cette formule, en plus assez cavalière, c'est le moins qu'on puisse dire, ne pouvait la recevoir favorablement. Donc, il s'est contenté de dire qu'il n'y donnait pas suite, et il n'y a pas donné suite. Ouais. Puis le général Weygand était légaliste. Oui, alors ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire une opinion de ces différentes actions sans avoir en permanence cette notion de légalité. Pour lui, la République était absolument fondamentale, on ne pouvait pas la contourner. Et c'est le paradoxe des critiques qui ont été adressées sur ces différentes actions, c'est de l'avoir considéré tantôt comme un général factieux, alors qu'il n'a jamais fait que de respecter la légalité, ce qui avait été le pouvoir du maréchal Pétain, institué par une assemblée tout à fait légal, et donc ce paradoxe de le considérer comme un général factieux, mais ça, cette réputation-là, elle lui a été faite par Clémenceau. Ah oui. Mais pour compléter, si c'est possible, ce que vous dites, outre la question des caractères, évidemment, entre les deux hommes, mais il y a surtout que cet appel de Gaulle, c'est un appel à ce que Weygand passe à la dissidence. Or, une dissidence entraînerait immédiatement une riposte de l'Afrika Korps. Absolument. Donc, les Alliés, ça prive les Alliés d'une base stratégique, de la future base stratégique que sera la FN, et puis ça condamne l'entreprise de résurrection de l'armée française qu'entreprend Weygand. Hein. Donc il y a des raisons objectives à ce refus, qui est un refus d'ailleurs silencieux, puisqu'il il ne l'a pas expressément. Rappelons ce mot d'un général allemand dont le nom m'échappe. Monsieur de à la commission. Pardon. Rappelons ce mot d'un général allemand dont le nom m'échappe à la commission d'armistice de Wiesbaden. Si la France n'est pas capable de défendre ses positions d'Afrique, l'Allemagne portera immédiatement la guerre sur ses territoires. Eh oui. On peut se demander d'ailleurs, en mars 41, si pour De Gaulle, ce n'est pas se raccrocher à Weygand à une planche de salut. Car le recrutement de la France libre, à l'époque, est tari, et il est tari notamment par l'affaire de Mersel-Kébir. De Gaulle le reconnaît lui-même, d'ailleurs il a dit qu'après l'affaire de Mersel-Kébir, un certain nombre de volontaires avaient cessé de vouloir le rejoindre en Afrique du Nord. C'était le cas d'ailleurs de Saint-Exupéry à un moment donné, qui voulait lui rejoindre la RAF pour défendre le ciel d'Angleterre. Et puis après Mersel-Kébir, c'est terminé. Tout le groupe de Troyes refuse de rallier Londres. Radio Courtoisie, le libre journal de Roger Saboureau. Alors, Gérard Weygand, il passe un an. Est-ce que, dans la suite, est-ce qu'il a éprouvé une affection particulière pour cette terre d'Afrique ? Totalement. C'est ce qui m'apparaît au travers du livre de Georges Hirst, mais totalement. Il a porté énormément d'attention en dehors des efforts de reconstitution d'une armée secrète, mais énormément d'attention à la population autochtone et notamment à la population musulmane. Et ça a été Georges Hirst m'en avait parlé un petit peu. Il avait même insisté sur le fait que mon grand-père avait une vision certaine de ce que devaient être les rapports à l'intérieur de la population algérienne et des protectorats français à l'époque. Donc, je dirais encore qu'il était sensible à toutes ces régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, puisque lorsqu'il était dans les années 20, en 24, au commissaire en Syrie et au Liban, il avait déjà approfondi la connaissance des mentalités et des atouts des cultures, des civilisations de ce Moyen-Orient si proche de l'Afrique du Nord. Alors, il arrive à la fin de son mandat, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la fin de son mandat, il en est écarté.
Alors, peut-être quelques mots là-dessus. Et je constate, pour abonder dans votre sens, que tous les gens auxquels j'en parle, et c'est une affection particulière, une attirance particulière pour tout ce qui touche à l'Afrique du Nord et en particulier à l'Algérie, dès que le mot de végan est évoqué, c'est tout de suite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, c'est ça. Et pourquoi il est rappelé? Parce qu'il rate. Pourquoi il est rappelé? Mais il est rappelé parce que l'amiral Darlan est un ennemi, je mets ça entre guillemets, mais enfin il y a une opposition totale entre l'amiral Darlan et mon grand-père. Mon grand-père a d'ailleurs dit très clairement, l'amiral Darlan s'est toujours trompé, je ne le suivrai pas. Donc voilà, et l'amiral Darlan a fait, quand il a été mis à la place de Laval, qu'il a fait les fameux protocoles de Paris qui ont été désavoués par mon grand-père, qui l'ont scandalisé absolument. Donc il y avait une lutte totale. Mon grand-père ne cherchait pas à lutter, à prendre une position à Vichy. Il cherchait simplement à transmettre les informations des événements dont il devait rendre compte au maréchal, mais je dirais que son grand désespoir, en fait, c'était l'entourage du maréchal à Vichy. Et donc Darlan est arrivé à ses fins. Il faut dire que les Allemands poussaient derrière. Il y a un ultimatum allemand du 17 octobre 41, quand même. D'ailleurs, il notifie que la poursuite de la présence de Weygand en Afrique est, je cite, devenue impossible par suite de ses relations étroites continues avec les Américains. Donc, la politique qu'il conduit est considérée comme constituant un obstacle insurmontable au déclenchement d'une politique constructive entre l'Allemagne et la France. C'est assez clair. C'est clair. Je veux dire qu'à la lecture, je l'avais déjà lu, mais à la lecture de ce passionnant livre de Georges Hirsch, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que en octobre 41, il va y avoir le soi-disant 100e anniversaire des tirailleurs. Et il va y avoir sur un hippodrome d'Alger une fête absolument extraordinaire et organisée avec tout l'éclat, toute la pompe possible, où il va y avoir les troupes, où il va y avoir des orchestres, où il va y avoir des reconstitutions historiques. Et Weygand est acclamé absolument avec un enthousiasme extraordinaire par une foule de gens. Et dans cette foule de gens, il y a une foule d'Algériens couverts de médailles qui sont des anciens de 14-18, voilà. Ça rappelle quelque chose. Et c'est une fête qui a une extraordinaire éclat. Or, dans la foule qui assiste à ça, il y a les commissions d'armistice allemandes et italiennes. Ouais. Et donc, ces gens-là vont faire des rapports en disant, mais vous savez, l'armée de Weygand, c'est pas de la rigolade. Il est l'objet d'un enthousiasme absolument fabuleux. Et je pense que ça jouait, ça. Oui, j'ignorais cette chose. Mais je pense que dans l'esprit d'officiers allemands, surtout, qui ont bien l'esprit militaire, qui comprennent tout ce que tout ça signifie, ils vont faire un rapport en disant, mais extrêmement alarmiste, en disant, vous savez, ils sont en train de... Ils refont une vraie armée. Et je pense, enfin, j'en sais rien, bien sûr, mais je ne serais pas surpris que ce soit un des ressorts de l'ordre d'enlever Weygand d'Afrique. Je rajouterai juste une chose, c'est que le 21 décembre 40, d'après ce que dit Lausen à Nuremberg, Hitler avait donné l'ordre d'éliminer physiquement Weygand. Et il donnera l'ordre plus tard d'éliminer Giraud. D'ailleurs, ce sont les deux généraux qu'il a donné, qu'il a voulu faire abattre, mais que Canaris a dilué et a jonglé avec, et n'a pas transmis l'ordre à ses services, qui n'aurait sans doute pas d'ailleurs, parce que ils ne se considéraient pas comme des voyous, ils n'ont pas voulu obéir à cette affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon. Oui, alors il est rappelé. Il est rappelé. Alors il est sans affectation à ce moment-là. Hein. Oui, il se replie dans le milieu. Il lui propose le maréchalat qu'il refuse. Pétain lui propose aussi l'ambassade des États-Unis, l'ambassade à Washington. Non, il refuse tout. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin, peut juste préciser, c'est que il est convoqué à Vichy. Le maréchal finit par, dans un débat interministériel, lui faire savoir qu'on ne souhaite pas qu'il continue à occuper ce poste, et on lui interdit
de retourner à Alger. Il ne peut même pas retourner à Alger terrible, pour saluer ses troupes et la population. Et c'est Madame Weygand qui va... Voilà, et c'est son épouse, qui va, en repartant pour regagner la France par le bateau, être acclamé par la population. Tout à fait. Voilà. Et mon grand-père, lui, est invité à résider dans le sud de la France, donc dans un premier temps dans la région de Grasse, sous surveillance policière. Monsieur, je voudrais faire une parenthèse dans tout ça. C'est qu'il y a le général Weygand, mais derrière le général Weygand, regardez sur toutes les photos depuis la guerre jusqu'à son exil, il y a un grand personnage derrière, un haut personnage qui est le commandant Gasser. Et je voudrais évoquer rapidement son image parce que le commandant Gasser était le porte-serviette de Weygand, qui l'a accompagné absolument partout. Et c'est un homme que j'ai pas mal connu, que j'ai rencontré souvent. Et qui n'était peut-être pas, il n'avait pas l'intelligence ni la hauteur de Weygand, mais il avait une adoration, une admiration pour lui, et il l'a suivi avec une fidélité extraordinaire. C'est un personnage qui est indissociable de Weygand, parce que le petit Weygand et le grand Gasser, c'est toujours une chose qui me fait sourire quand je les vois sur les photos. Georges Hirst l'évoque souvent d'ailleurs dans le livre, bien sûr. Alors on va pas parce qu'on pourrait en parler longtemps, il y a l'affrontement entre l'armée d'Afrique et les FFL. Moi, j'ai un souvenir personnel avec un personnage qui est un gaullisme traditionnel, c'est Guéna. Guéna, qui a été patron de l'association de soutien au général de Gaulle. Et un soir, dans un dîner où j'étais, le sujet était abordé de l'armée d'Afrique, etc. Et Guéna a dit l'armée d'Afrique, quand on est arrivé, c'est une banque de pouilleux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Je n'ai pas réagi dans cette assemblée-là, c'était pas possible. J'ai dit, Monsieur le Président, puisqu'il avait été président du Conseil constitutionnel, j'ai dit, Monsieur le Président, l'armée d'Italie, les Goubes en Italie. Oui, fait-il, oui. Voilà, c'était à peu près ça. Et la bataille de Tunisie, ça ne comptait pas non plus. Non, c'était rien, c'était des pouilleux qui ne savaient pas. Et la libération de la Corse non plus. Non plus, non. Alors, il est donc, pendant 1 an, 2 ans, presque 1 an, il est arrêté. À quel moment il est arrêté ? En novembre 42. Le 13 novembre. Oui, Torche est du 11 et l'arrestation de Weygand est du 12, ce qui est très étonnant. Les deux événements ont lieu en même temps. Il était en région sud. Et je crois qu'il a engagé véritablement le maréchal Pétain à partir en Afrique du Nord à ce moment-là. Oui. C'est le maréchal Pétain qui le rappelle, lui dit-il tout de suite, pour avis. Pour avis, oui. Il ne lui dit pas je vais vous renvoyer en Afrique du Nord, il lui dit je vous ai appelé pour avis. Donc c'est mon grand-père lui signifie ce que c'est le moment pour le maréchal de prendre la tête des populations et de gagner l'Afrique du Nord. Le maréchal est comme toujours entouré de personnages qui noient le poisson. Le maréchal est aussi parfaitement silencieux. Et moi, je me rappelle avoir entendu plusieurs fois mon grand-père dire, à propos de Pétain, qu'il n'avait jamais connu de personnage aussi mystérieux. C'était exactement ces termes. Donc le maréchal lui fait savoir qu'il le remercie, qu'il n'est pas souhaitable qu'il regagne le sud de la France, mais qu'il serait mieux qu'il soit dans le centre et qu'on lui réserve probablement une résidence dans la région de Guéret. Il quitte le maréchal en début d'après-midi. Il est escorté par une voiture de policiers français et environ 30 km après Vichy, il est arrêté par la Gestapo. Voilà, on ne peut pas imaginer, moi ça me paraît totalement invraisemblable qu'il n'y ait pas une volonté sous-jacente au gouvernement, que ce soit peut-être pas le maréchal, mais en tout cas. Alors la mission du général Giraud auprès du général Weygand, venant l'inciter, après Roosevelt, et je dirais en accord avec Roosevelt, à prendre le commandement. Quelles sont les raisons effectives de son refus, à votre avis ? C'est tout à fait étonnant. C'est difficile de le savoir. Giraud a d'abord envoyé le général Chambe auprès de Weygand
pour le sonder, et Weygand a dit non, je n'irai pas en Afrique du Nord. Et Giraud lui faisait dire qu'il se mettrait évidemment à ses ordres. Hein. Bon, et puis Giraud est allé le voir personnellement aussi. Je ne sais plus où. C'était à Aix. C'était à Aix, voilà. Oui, mon grand-père s'était déplacé pour une cure, et mon grand-père était, il faut le savoir aussi, n'avait plus qu'un seul rein, et donc ça conditionnait un petit peu sa santé. Donc il était astreint à des cures quand il pouvait en prendre. Et donc il faisait une cure, et c'est à cette occasion que le général Giraud a pu le rencontrer sans que la police française le sache. Oui, d'ailleurs c'est assez exceptionnel. Cette rencontre entre les deux, bien sûr, est exceptionnelle. Voilà. Quelques messages encore. Oui, alors vous écoutez Radio Courtoisie, je vous rappelle le libre journal de Roger Saboureau, Weygand de 1940 à 65. Nos invités que vous entendez particulièrement en ce moment, Henri Doilly, Henri-Christian Giraud qui vient de parler, et le petit-fils du général Weygand, Gérard Weygand. Alors, le dernier message, c'est une question, pouvez-vous nous éclairer au sujet des commanditaires des assassinats de Darlan et de Giraud, entre parenthèses, manqués? Merci pour cette émission. Il y a un message de Dominique Paoli, que je salue. Magnifique émission, qui aborde tous les points importants avec des invités prestigieux. Amitié à Henri-Christian Giraud. Merci pour l'évocation de Georges Hirtz, à laquelle mon mari et moi-même sommes particulièrement sensibles. Et merci d'avoir cité mon propre livre. Merci Dominique. Dominique Paoli. Dominique Paoli, bien sûr. Nous passons maintenant à la phase de captivité en Allemagne. Il y passe 30 mois, il faut le rappeler. Et ce qui est tout à fait incroyable, et je voudrais que vous expliquiez comment... Je t'interromps, il y a une question importante. Les assassinats. Les assassinats Il y a une question l'assassinat manqué de Giraud. Oui. Oui, l'assassinat manqué de... Si. C'est un peu hors sujet. Enfin, c'est un peu hors sujet. Et l'assassinat de Darlan aussi. Je crois qu'on n'aurait pas le temps d'aborder. Alors on passe à la question. On pourra l'aborder. Non, je voudrais qu'on rappelle, c'est que le jour de la victoire, le 8 mai 1945, général Weygand est libéré par les Alliés, les Américains de mémoire. Les Américains. Oui, et alors, racontez-le s'il vous plaît. Je voudrais rappeler très brièvement, parce que j'ai lu le livre, mais il y a déjà pas mal d'années, il y a une espèce de cruauté, je ne sais pas si elle est consciente ou inconsciente de la part des Allemands, qui mettent à Königstein, je ne sais plus où, qui mettent dans ce château... Pardon ? Le château d'Iter, qui était proche de Salzbourg. Bon, où ils mettent ensemble des gens qui ne peuvent pas se sentir. Oui, car il va y avoir Daladier, il y a des syndicalistes, il n'y a pas... Il y aurait une pièce de théâtre à faire entre Daladier, Weygand... C'est Sigmaringen avant Gamelin, Reynaud, je n'osais pas le dire. C'est ça, Reynaud. Plus leurs femmes. Alors, ça, ce qui n'est pas fait. Bon, voilà. Alors, il y a eu un livre là-dessus qui était intéressant, mais qui soulignait bien la cruauté. Et alors, ces gens qui ne se parlaient pas, qui se retrouvaient aux heures de repas, mais à des tables différentes, c'est affreux. C'est vraiment il y a un livre qui est le récit de l'épouse, à l'époque, je ne sais pas si elle était son épouse, mais de Léon Jouot. Voilà, qui était Léon Jouot, qui avait été le secrétaire général de la CGT, qui dans le cadre de ce petit cercle se comportait avec dignité. Oui. Et l'épouse, cette dame qui est alsacienne, si ma mémoire est bonne, a écrit un petit livre qui fait un récit tout à fait vrai, sans aigreur, et un récit décrivant le comportement de chacun. Je pense que ça peut être c'est pas mal. Vous n'avez pas le souvenir du titre? Non, je n'ai pas le souvenir du titre et malheureusement je n'ai plus le livre. Il a été publié. C'est peut-être. C'est un livre qui est sorti à la fin des années 60. Oui, ça doit être celui auquel je fais allusion. L'auteur est la compagne de Jouot, et je crois que c'est signé Jouot de toute façon. Oui. Alors, c'est les conditions de cette arrestation, et en particulier par le général Delattre. C'est le général Delattre. Qui était un fidèle du général Weygand, qui est chargé d'arrêter son ancien chef. C'est proprement...
Machiavélique. Oui, mais il lui rend les honneurs avant de l'arrêter. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Et George Hirst les raconte très bien, mais c'est un épisode absolument effrayant. Oui. C'est machiavélique, c'est au-delà. Le général se retrouve donc en captivité en France. À la santé. À la santé. Non, pas à la santé. Non. Il arrive, il est reconduit en France en voiture avec Jean Borotra qui est aussi arrêté. Et il passe d'abord au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, où là on lui signifie, un personnage non identifié lui signifie qu'il est arrêté pour haute trahison et dirigé vers la conciergerie. Et donc, ils sont emprisonnés à la conciergerie, retenus à la conciergerie, Jean Borotra et lui, une nuit ou deux, avant d'être transférés théoriquement à Fresnes, à la santé. Et c'est là que, heureusement, mon père fait intervenir le médecin qui avait opéré mon grand-père qui le suivait sur le plan urologique et qui avait dit si vous mettez le général Weygand à la santé, il ne résistera pas. Donc on a accepté de le mettre au Val-de-Grâce, mais sous le statut de prisonnier. Et au Val-de-Grâce, il y a eu un certain nombre de tentatives de parlementaires, en général de gauche, d'extrême gauche même, pour essayer de le faire sortir et de le renvoyer à la santé. Voilà. Et c'est le médecin chef du Val-de-Grâce qui s'y est toujours opposé. Et il est resté au Val-de-Grâce combien de temps alors ? Alors je crois qu'il est resté jusqu'à ce que le procès ait lieu. Ouais. Puis nous sommes et pendant le procès, le soir des procès, des journées de procès, il allait où ? Il était au Val-de-Grâce. Et il retournait au Val-de-Grâce. Il était au Val-de-Grâce, oui. Il faut replacer tout ça dans le contexte de l'époque. Oui. Ça dure combien de temps, toute cette période-là de semi-captivité, en quelque sorte ? Il est arrêté, à partir du moment où il arrive en France, il est arrêté en mai 45. Et le non-lieu doit être prononcé je ne me suis plus exactement, fin 46, début 47, je crois. Et après ça, il y a Non, mais pendant toute cette période, de mai 45 à fin 46... Il passe pratiquement un an ou un peu plus au Val-de-Grâce. Après avoir passé 30 mois en captivité en Allemagne. Absolument. Oui. Et après le départ du général de Gaulle. Oui, parce que le général de Gaulle part le 20 janvier 46. Son procès a lieu après le départ du général de Gaulle. Et ses biens ont été mis sous séquestre. Faut dire qu'il avait une très mauvaise réputation, quand même. Anti-Dreyfusard, anticommuniste, catholique intransigeant, académicien de droite, anti-franc-maçon. Effectivement, c'est pas très bon. Oui, mais ce sont toutes les étiquettes qu'on a essayé de lui mettre sur le dos. Mais... il y a beaucoup de modération à avoir. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse à ce sujet-là ? C'est qu'il faut se souvenir que le général Weygand avait été nommé haut commissaire en Syrie par la Chambre bleue Horizon en 1920. Et il a été dégommé dans des conditions que je ne rappellerai pas, mais qui sont extrêmement sévères et injustes, parce que Philippe Herriot l'a remplacé par le général Sarrail, qui était dans des opinions tout à fait opposées, mais lui aussi avait été victime de sa réputation d'être catholique. Je crois que c'était brillant. Je crois que c'est Herriot, non ? Il me semble que c'était brillant. La vengeance du général de Gaulle ne s'exerce pas seulement sur lui, elle s'exerce aussi sur son fils Jacques, puisqu'il est exclu de votre oncle. Oui, bien sûr. Il est invité, comme j'imagine, un grand nombre d'officiers qui étaient en Afrique du Nord, et ils sont invités à clore leur carrière et à quitter l'armée, bien sûr. La vengeance le poursuit, en fait, jusqu'à sa mort, puisque... alors d'abord, peut-être les souvenirs personnels, c'est les souvenirs. Il se passe l'Algérie à ce moment-là. En 54, vous avez 10 ans, peut-être que vous vous souvenez là-dessus de ce moment précis. Quel est son sentiment de l'arrivée au pouvoir, du retour au pouvoir en 1958, de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle? Là, j'en ai le souvenir parfait, c'est que il considérait que l'arrivée du général de Gaulle au gouvernement était salutaire.
parce que la situation était extrêmement désespérée, on peut le dire. Il y avait eu le putsch d'Alger, c'est pas le putsch, des événements du 13 mai 58. La situation était inextricable, et il y avait surtout cette 4e République qui voyait se succéder les gouvernements... Non, 4e. 4e République qui voyait se succéder un nombre considérable de gouvernements qui ne conduisaient à rien. Mais il a déchanté très rapidement. Très vite, puisqu'on n'a plus que quelques minutes, ce qui s'est passé au moment des obsèques du général. Oui. Alors, c'est d'une façon très simple. Lorsque mon grand-père est décédé, mon père et mon oncle l'ont signifié au ministre des Armées, monsieur Messmer, qui a dit parfaitement, les obsèques auront lieu aux Invalides, et voilà. Mais nous ne demandions, la famille ne demandait rien de plus, et c'était dans les volontés de mon grand-père qu'il n'y ait pas d'obsèques officielles. Voilà. Et c'est donc une intervention directe de l'Élysée, à savoir du général de Gaulle, président de la République, qui a fait interdire les obsèques aux Invalides, et donc notre famille s'est retournée vers Saint-Philippe-du-Roule, qui était sa paroisse. Où il y avait d'ailleurs énormément de monde et beaucoup d'émotions. J'y étais personnellement. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, je rappelle l'excellent livre de George Hirst, qui s'appelle donc Végan 1940-1965, et qui est en vente actuellement à la librairie Chiré, Chiré, dont je rappelle les coordonnées. DPF, donc, 86 190, je retrouve exactement, 86 190 Chiré. Et vous pouvez aller, je l'ai dit déjà, sur le site chiré.fr, chire.fr. Je rappelle également la cérémonie du 26 mars, qui se déroulera donc au Quai Branly à 14h30, avec ensuite un dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe à 18h et une messe à Saint-Nicolas du Chardonnay à 18h30. D'autre part, nous avons le 22 mars, j'allais l'oublier, cette journée de la guerre d'Algérie à Nogent-sur-Marne. Voilà, un dernier. Un auditeur nous fait parvenir le renseignement complémentaire en ce qui concerne le livre de Madame Jouot. Le livre s'appelle « Prison pour hommes d'État ». Il est sorti en 1973 aux éditions de Noël Gauthier. Il est donc le livre de Madame Augusta Jouot. Merci à l'auditeur. Je reviens donc sur cette journée consacrée à la guerre d'Algérie, et qui aura lieu à Nogent-sur-Marne le 22 mars à partir de 10h30 messe ou à partir de 13h30 l'après-midi. Donc l'adresse 1 place du Théâtre à Nogent-sur-Marne. Nous avons encore 2 minutes. En conclusion, qu'auriez-vous à dire sur le général Végan et la mémoire du général aujourd'hui ? Je dirais que c'est un honnête homme, voilà, dans la grande acception du terme. Hein. Et c'est un guerrier, et je pense qu'on ne peut rien reprocher à Végan concernant sa conduite pendant l'occupation, et au contraire se louer de ce qu'il a pu faire. C'est en tout cas un destin tout à fait... Pour l'esprit de la revanche, bien entendu. Je pense qu'on devrait laisser... la conclusion à Végan lui-même, c'est cette citation que George Hirst donne en tête de son livre. L'honneur, il ne suffit pas d'en parler, il faut la pratiquer, c'est-à-dire être courageux et dire la vérité. Eh bien voilà une belle conclusion. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus parler du général et de ce livre magnifique que j'invite les auditeurs à acquérir.